Il y a déjà du On monde. sent que ouais, ça y est, ça vient. Et le but, c'est qu'on ne veut pas retenir les gens qui auraient des obligations après aussi. Si on commence Absolument. trop tard, on peut finir plus tard. Bonsoir Laurent, bonsoir Jean-Luc. Ça reste quoi, une minute? Ouais, je pense que là, dans une minute, on attaque. Ouais, ok. Et là, ça y est, les gens Allez, arrivent. ouais. Alors, allons-y. Bonsoir à Alors, tous. bonsoir. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, ce soir, nous allons parler des célèbres red flags dans la vie amoureuse. Vous les connaissez tous, mais nous avons choisi d'ouvrir la réflexion. Donc, pour cela, nous allons aborder deux aspects. Donc, le premier, c'est les red flags chez les autres. Donc, quels sont les vôtres? On va voir comment ne pas être trop fermé, garder une certaine ouverture d'esprit tout en se protégeant. Et le deuxième aspect qu'on aborde un peu moins, c'est les red flags chez nous. Qu'est-ce que je renvoie à l'autre? Qu'est-ce qui ne me valorise pas? Et quels sont mes points d'effort? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Donc, je vais laisser la parole à David pour qu'il se présente. Merci Carole, bonsoir à tous. Donc moi c'est David, hein. J'ai été manager pendant une dizaine d'années dans différentes sociétés de conseil, pas mal d'appétence du coup pour la relation humaine. Pourquoi je fais n'importe quoi. Et donc moi j'ai rejoint l'aventure Begin il y a quelques mois en tant que matchmaker parce que ça faisait sens avec un passage dans ma vie où j'avais envie de me rapprocher et de pouvoir aider en fait, être proche de l'humain. Donc aujourd'hui, je suis en charge des régions de l'Aquitaine, de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse et même un peu plus loin, l'Alsace. Et voilà, si je peux aider, j'aide. Voilà en quelques mots qui je suis. Donc, moi, pour me présenter rapidement, je suis Carole Grangier, je suis coach et formatrice. Donc, ma grande spécialité, c'est la communication interpersonnelle, donc qui sert pas mal dans les relations amoureuses. Je fais du coaching en séduction pour Begin, donc je vous aide à préparer vos dates, à vous valoriser, et pour des coachings plus approfondis, pour travailler vos objectifs de vie amoureuse, vos postures, vos comportements, je le fais sur des périodes plus étendues avec ma marque Coach Me Thunder. Alors, c'est le moment, rentrons dans le vif du sujet, parlons de ces célèbres red flags. Alors, on va commencer déjà par une définition, parce que le mot red flag, qui est un mot anglais, on l'a tous à la bouche, mais on n'est pas forcément fluent, ça veut tout simplement dire signal d'alerte. C'est un signe qui indique qu'il y a un problème potentiel, un danger, quelque chose qui ne nous plaît pas. Dans les relations amoureuses, ça peut être une attitude, un mode de vie, des paroles qui nous montrent soit que la personne peut ne pas nous convenir, donc là, pas très grave, mais fuyons, soit pire, que la personne peut être toxique ou problématique. Donc, c'est vraiment important d'en avoir conscience, de les travailler et de les voir. Alors comment on le reconnaît? Parce que justement, déjà à la manière dont la personne va te traiter, va vous traiter, je ne sais pas si on dit tu ou vous, mais en tout cas, la manière qu'elle a de te traiter, c'est un signe caractéristique. C'est également à sa réaction quand il y a un problème. La réaction, elle peut être toxique, elle peut être trop engagée. Ça peut être également à la cohérence entre parole et action. Parfois, il y a un écart entre les deux et on s'aperçoit que ça peut être très, très problématique. Ça peut être aussi à l'état émotionnel. C'est très lié à l'émotion finalement, le red flag. C'est aussi lié au comportement de contrôle, de maîtrise, envie de pouvoir contrôler un peu son monde, son univers. Et on va aussi parler de limites et au respect de limites, hein, parce que il faut être en capacité de mettre des limites, ce qu'on appelle les limites aidantes. Et un red flag, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ce type de limites. Donc, à présent, je propose en fait qu'on bascule sur quels sont les red flags chez les autres. Alors, un des critères que je reconnais depuis quelques mois que je fais ce métier, c'est la taille. Souvent, moi, j'entends des clients, des membres
dans les agences matrimoniales, et en tout cas chez Begin, qui me disent: «Ouah, attention David, moi, si telle personne ne fait pas minimum telle taille, c'est un red flag». Et du coup, bah, l'idée, en fait, c'est qu'on puisse en discuter parce qu'aujourd'hui, c'est pas impossible qu'on confonde le red flag et le diktat social. Alors évidemment, le but, c'est pas de porter de jugement, c'est de garder une posture neutre, mais de se dire: «Est-ce que la taille, c'est vraiment problématique ou est-ce que c'est pas la société qui, nous dit que, bah, c'est bien qu'une fille soit plus petite qu'un homme et pas l'inverse?» Donc voilà, il y a une vraie question, à ce sujet. L'idée, c'est Heu, vraiment pas vous interdire la belle rencontre. Si par exemple, je sais pas, vous êtes une femme d'1,75 m, vous rencontrez un garçon absolument charmant d'1,70 m et que la petite voix vous dit: «Non, sociétalement, ça se fait pas», mais que vous êtes conquise, ça vaut peut-être le coup de se questionner en disant: «Est-ce que c'est vraiment important ce regard social? Est-ce qu'il doit m'empêcher de passer à côté d'une belle opportunité?» C'est vraiment cette idée, comme dit David, pas de juger vos goûts, mais juste des fois vous dire: «Bah, pourquoi est-ce que je m'interdis ça? Pourquoi est-ce que je me l'interdirais pas?» c'est Un autre ça. Ouais, Pardon, vas-y, vas-y. je t'en prie. Un autre critère qu'on voit souvent apparaître quand on parle relations amoureuses, c'est l'âge. Donc pourquoi est-ce que ça peut être un red flag? Parce que beaucoup de gens peuvent vous dire: «Ah non, moi je veux pas quelqu'un qui a une telle différence d'âge par rapport à moi». Là encore une fois, la société aussi peut mettre son grain de sel. Donc c'est-à-dire, par exemple, on voit souvent des hommes avec des femmes plus jeunes, des femmes avec des hommes plus jeunes, ça commence à venir, mais il y a quand même un regard sociétal qui est moins tendre. Donc c'est vraiment l'idée de se dire: «Pourquoi est-ce que l'âge, ça peut être problématique?» Parce que sincèrement, qu'à partir du moment où on s'aime, où passionnément on partage plein de choses, l'âge n'est pas un problème. L'âge, il peut être un problème que sur des choses très concrètes. Si par exemple, vous êtes à une période de votre vie où vous voulez avoir des enfants, c'est sûr qu'une femme de 55 ans ne pourra pas avoir un enfant avec un homme de 35 ans. Mais vraiment, à part ce thème, ce genre de préoccupation, le reste, je vois pas en quoi ça peut poser problème. Qu'est-ce que tu en penses, David? Ouais, ouais, je pense que tu as tout à fait raison. L'âge, c'est plutôt être sur la même longueur d'onde peut-être, être dans un état d'esprit un peu similaire au-delà de l'âge. Parce qu'aujourd'hui, alors je vais pas, dire que c'est réducteur, mais en effet, à moins d'avoir des désirs d'enfant ou ce genre de choses qui peut être, problématique passé un certain âge. Mais sinon, heu, ça peut être plus, un diktat social ou un goût en réalité. Donc, je te rejoins complètement, Carole, sur le sujet. Donc l'idée Pour, encore, c'est voilà, se questionner et oser éventuellement, l'écart d'âge. c'est ça, et du coup, en parlant de questionnement, bah, ça nous fait passer sans transition à un autre, critère qui est la communication, ce qui peut s'apparenter à un manque de curiosité, de fluidité, de timidité. Là encore, on parle de red flag et tout en restant, mesuré avec une posture, plutôt, sans jugement. Il y a des personnes, en tout cas, dans le cadre de Begin, qui, sont un petit peu comme des diesels. C'est-à-dire que, de prime abord, ils ont du mal à, donner, d'eux-mêmes, et donc, bah, l'idée sous-jacente, c'est de laisser sa chance entre guillemets «au produit». J'aime pas trop cette expression, mais, ne pas juger, au premier abord et puis peut-être essayer de mettre à l'aise la personne qui est face à soi. Comment? Bah, par des attitudes. Alors, il y a tout ce qui est verbal, ce qu'on dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a les attitudes paraverbales, les attitudes non verbales aussi. Le paraverbal, c'est tout ce qui va être le timbre de la voix, la fluidité en fait, de la communication. Tout ça, ce sont des marques en fait qui peuvent inciter et qui peuvent aider à mettre en confiance une personne qui, ne semble pas, bien communiquer. Voilà. Je ne sais pas Alors si c'est tu tout veux à fait rajouter ça, quelque chose? laisser la chance à l'autre. Parce que la Ouais. communication, c'est ce qui nous relie les uns aux autres et lors d'un date, c'est vraiment la première chose qui passe ou qui ne passe pas justement. Mais là, encore une fois, ça peut être intéressant, comme dit David, d'avoir quand même l'ouverture d'esprit de se dire: «Est-ce qu'en face, c'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune conversation?» Et par là, j'entends aucun centre d'intérêt, commun avec moi, qui partage pas mon humour et cetera. Donc ça peut tout à fait exister. Mais quand on est un peu dans l'intelligence émotionnelle, dans l'observation de l'autre, des fois, on peut se rendre compte que c'est juste de la timidité, que la personne est tétanisée par l'enjeu ou impressionnée par vous. Donc ça, c'est des belles choses. Mais du coup, ça serait dommage de ne pas se dire, là, je sens que c'est pas quelqu'un qui est sans intérêt, mais plutôt qui n'ose pas. Donc dans ces cas-là, on met les gens à l'aise, on pose des questions et on peut passer outre cette première communication qui n'est pas forcément fluide.
Absolument. Du coup, on passe au cynisme. Je te laisse peut-être prendre le relais, Carole. Alors, cynisme, grossièreté, négativité, on vous a fait un joli package. Donc là, Ouais. c'est la personne qui arrive au date et il n'y a rien qui va. Donc elle s'assoit et elle commence à vous dire: oh, mais c'est pas possible, il y a des bouchons partout, on n'arrive pas à se garer ici, le temps est catastrophique, oh là là, et puis en ce moment, là, ça vous envoie tout de suite un nuage de négativité et c'est très compliqué. Donc, on est d'accord que c'est du red flag. Sauf que là, vous êtes assis en face de la personne, donc ça peut valoir le coup de poser deux, trois questions pour l'amener vers des sujets plus radieux. Si effectivement vous voyez que la personne, rien ne va, tout est négatif, le verre qu'on vous a servi n'est pas bon ou pas assez frais, ben là, effectivement, vous allez abandonner. Mais si vous arrivez à ramener la personne sur le rivage de la positivité et que c'était juste un petit mouvement d'humeur, il peut y avoir quand même une conversation intéressante. Je suis assez d'accord. C'est peut-être le seul exemple vraiment qui pourrait être un vrai red flag, mais en Voilà. réalité, je te rejoins, Carole. Là, quand on a affaire à une personne je dirais un peu en zone d'affrontement, parce qu'on Oui, est vraiment dans l'affrontement. Là, l'attitude à avoir, c'est plutôt d'être dans l'écoute, d'avoir peut-être un timbre de voix un peu plus calme, justement pour que cette négativité, en fait, elle passe d'elle-même. Et en règle générale, ça fonctionne très bien comme ça. exactement. Et si on voit que ça passe pas, là, comme dit David, c'est un vrai red flag, on s'embarrassera. Mais au moins, on aura essayé, c'est sans regret. Absolument, tout à fait. Je ne veux pas de partenaires qui ont un enfant. Alors là, on rentre dans quelque chose, je dirais, qui est de l'ordre, alors pas du goût, mais en tout cas, on est dans la projection. Et c'est très important, en fait, de se dire, est-ce que quand on est sur un premier rendez-vous, on doit se projeter aussi loin? Parce qu'en réalité, il y a tellement d'écueils à passer quand on rencontre quelqu'un avant de se dire, on va faire un bout de chemin ensemble, que est-ce que c'est pas limitant de se dire, je ne veux pas de partenaires qui ont un enfant? En plus, qui ont un enfant, quel âge peut avoir l'enfant? On parle d'un enfant qui est adolescent, on parle d'un enfant qui est en bas âge, ou même un enfant qui a 25 ans et qui a quitté le cocon familial. Donc en réalité, là encore, peut-être qu'il y a, je dirais pas un effort, mais en tout cas, euh, laisser sa chance à l'autre, parce que bah, moi, dans mon cas particulier, bah, mon ex-femme, quand on s'est séparés, pour le coup, je préfère même rentrer dans cette anecdote. Elle a eu des difficultés à rencontrer quelqu'un parce qu'elle avait un enfant, mais elle n'avait pas une maladie, quoi. Et un enfant, c'est pas quelque chose qu'on cache, c'est pas quelque chose non plus qu'il faut pas avoir. Et on peut même refaire sa vie. Et puis bah, derrière, on se retrouve avec des familles réorganisées, et ça peut donner de très belles choses aussi. Alors, je suis d'accord Voilà. avec David qu'il ne faut pas faire de généralité. Parce que ça ne veut rien dire, je ne veux pas quelqu'un qui a un enfant. Si vous avez 20 ans, il y a de fortes chances que les gens de 20 ans n'aient pas d'enfant, ça ne pose pas de problème. Si vous avez 40 ans, je crois que les stats, c'est à peu près 90% de la population qui a des enfants. Donc là, vous allez vraiment vous limiter. Le questionnement, c'est à se faire effectivement plutôt sur le mode de vie. Si c'est quelqu'un qui a la charge à plein temps d'un enfant en bas âge et que vous adorez, je sais pas, les sports extrêmes d'évasion à faire avec votre partenaire, oui, ça peut être compliqué. Mais il y a quand même plein de nuances, il y a beaucoup de gens qui ont des gardes alternés, donc ça peut être intéressant vraiment de s'interroger, de se questionner sur les modes de vie, mais évidemment pas tout de suite, tout de suite. Comme dit David, c'est la projection, et des fois, ça aussi c'est un red flag, se projeter trop vite et trop fort, parce qu'il y a de fortes chances qu'on se trompe ou qu'on fasse peur à l'autre. C'est tellement bien dit, Carole. Je te remercie. La situation sociale, le chômage, donc tout ce qui a trait au travail, Carole, si tu veux peut-être nous en Oui. parler. Alors, moi, comme je suis aussi coach en évolution professionnelle, je vois beaucoup de gens qui sont en train de se réorganiser professionnellement, donc qui sont au chômage, en reconversion. Et c'est vrai qu'on entend souvent: ah non, moi, je veux pas être avec quelqu'un qui est au chômage, c'est quelqu'un qui fait rien, qui n'a pas d'ambition, etc. Encore une fois, c'est un cliché, parce qu'il y a mille manières d'être au chômage. Je prends l'exemple d'un client que j'ai vu récemment. Il est en licenciement économique, donc c'est un chômage qu'il n'a pas choisi, mais il est d'ores et déjà en train de réfléchir à son projet professionnel, de le préparer. Donc là, si tout de suite, par exemple, ce garçon, on lui pose sur le front l'étiquette de chômeur, ben on se trompe. On ne voit pas que c'est quelqu'un qui a des projets, des envies, des idées. Donc encore une fois, c'est des projections qu'on fait sur des modes de vie qui peuvent être très réductrices.
Donc ça vaut le coup, juste encore une fois, de dialoguer, de communiquer pour savoir comment la personne se positionne et si la notion d'ambition qu'elle évoque se rapproche de la vôtre et peut être compatible avec vos idées. Mais encore une fois, il faut laisser la chance à la personne d'expliquer sa situation. C'est Tu vas c'est exactement ça. J'ai rien à ajouter. Tu as été très très exhaustive et on va terminer du coup avec la jalousie et la possessivité qui finalement sont peut-être le gros red flag qu'il pourrait y avoir, encore que sans s'improviser coach ou mais le plus important en fait dans la rencontre, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Mais l'écoute, elle passe pas que par l'oreille, en fait, elle passe par le regard, elle passe par toutes les attitudes. Une personne qui va manifester de la possessivité, de la jalousie, on peut par le questionnement comprendre ce qu'il y a derrière, parce que c'est réducteur de penser qu'une personne ne peut être que jalouse ou que possessive. Il y a parfois d'autres choses. Alors, on a du mal à les cerner, notamment dans le premier rendez-vous, mais là encore, il y a 2 rendez-vous, 3 rendez-vous qui vont se faire, qui vont permettre de cerner une personnalité parce que l'être humain, il est quand même bien plus complexe. Et je pense que le plus difficile lors d'un rendez-vous, c'est d'être soi-même. C'est d'être soi-même et en même temps d'être à l'écoute de l'autre. C'est vraiment 2 choses qui sont assez incompatibles quand on ne fait pas l'effort de. Voilà ce que je peux dire sur ce thème, mais je veux bien que tu le complètes, Carole, Non, mais du vous le coup. complétez avec un exemple que j'ai eu récemment d'une cliente. Donc, c'est une femme qui est très dynamique, qui fait plein de choses, du sport, elle chante, elle voit beaucoup ses amis, etc. Elle rencontre un homme avec qui ça se passe bien. Et deuxième rendez-vous, il lui dit, rassure-moi, si on se met ensemble, tu vas arrêter là toutes ces activités que tu fais. Et pour elle, ça a été la fin de cette relation parce qu'elle m'a dit, c'était pour elle vraiment une attaque personnelle, parce qu'elle m'a dit, il pensait qu'en fait, toutes mes passions dans la vie, tous mes centres d'intérêt, tout ce qui m'anime, qui fait la femme que je suis, c'était des choses que je faisais par dépit parce que je suis célibataire. Et donc, elle lui a répondu, non, en aucun cas, je n'arrêterai. C'est des choses que j'aime partager, donc que je peux partager avec un homme avec grand plaisir, mais c'est mon identité. Donc là, on a exactement un exemple de quelqu'un qui était dans la possessivité de quand on est en couple, tu as moi. Et là, effectivement, elle a bien fait de les conduire. Donc là, c'est quand c'est vraiment un red flag. Ouais, ouais. Absolument, mais là, ça touche vraiment aux valeurs de la personne et puis ça touche également parfois aux croyances de l'autre personne. Et la croyance, elle peut être vraiment, alors je vais pas dire destructrice, mais elle peut faire vraiment très très mal. Ouais. Donc autant D'où partir sur une l'importance base de la solide des communication. valeurs. Ouais. Et Pardon? effectivement, les valeurs partagées. Ouais, absolument. Alors, pour finir sur les red flags chez l'autre, l'idée de cette présentation qu'on vient de vous faire avec des exemples, c'est évidemment pas de vous pousser à relativiser tous les red flags. C'est seulement de vous pousser à plus d'ouverture d'esprit et aussi vous pousser à vous laisser surprendre. Parce que ça, c'est aussi ce qui est beau dans la relation amoureuse, c'est des fois se laisser surprendre par des personnes qui n'auraient pas coché toutes les cases de notre wish list de rêves. Mais évidemment, ce qu'on vous recommande, c'est quand même toujours être à l'écoute des red flags parce que les vrais, ils sont là aussi pour vous protéger. Donc c'est vraiment faire la part des choses entre mes projections et les choses qui nous protègent vraiment. C'est très bien dit. Du coup, ben, on a vu les red flags chez l'autre et maintenant, on va les reconnaître chez soi. Donc, on va se projeter sur nous-mêmes parce que nous aussi, on en a quelques-uns, à commencer par, je t'en prie, tu veux Et c'est prendre un la peu plus parole? difficile de les voir chez soi des fois, Ouais, parce qu'on n'a c'est pas vrai. toujours ce recul. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle ensemble. Absolument. Alors, je dirais le plus commun, ou en tout cas un des plus communs, c'est parler beaucoup de son ex, hein, qu'on soit un homme ou une femme, au premier rendez-vous ou au deuxième rendez-vous, en tout cas, euh, être, je dirais pas obnubilé, mais parler sans arrêt d'une situation qui est passée et pour laquelle on peut penser que le deuil n'a pas été fait. Et ça peut être un red flag. Euh, Carole, si tu veux peut-être donner des exemples, parce que j'arrive pas à en avoir là pour le coup, mais j'en ai Alors, mes. exactement ce que tu dis, c'est que ça renvoie le message, si je parle que de mon ex, ça renvoie le message à l'autre, l'histoire n'est pas finie. Donc, je ne suis pas disponible pour la nouvelle histoire. Et souvent, en plus, quand les gens parlent de leur ex, ils rejoignent un autre red flag qu'on a vu tout à l'heure, c'est le red flag de négativité. Souvent, ils vont vous dire, ah, mon ex, elle était complètement folle. Ça, on l'entend souvent. Ou mon ex, il était comme ci, comme ça, que des défauts. Donc, c'est vraiment catastrophique de faire ça.
Dans un rendez-vous, il est évident qu'on parle de notre passé amoureux. La question souvent arrive de bon et toi, tu as été marié, tu as eu des longues relations. C'est tout à fait normal d'en parler parce que ça nous donne une indication de qui est la personne, de ce qu'elle a vécu. Mais l'idée, c'est évidemment pas de s'appesantir, de dire voilà, j'ai été marié 15 ans, on s'est séparé il y a 2 ans. Voilà. Souvent, ça suffit amplement plutôt que de donner beaucoup de détails qui peuvent vraiment mettre mal à l'aise la personne en face et envoyer ce message réel de si j'en parle autant, c'est que je suis pas prêt. Donc, si c'est votre cas, ça vaut peut-être le coup de vous questionner de faut que je travaille mon deuil avant de me sentir prêt à aller rencontrer des nouvelles personnes et à me lancer dans une belle histoire avec eux. C'est parfait, c'est ça. Le Alors, suivant, un deuxième red flag, vas-y, je t'en prie, Carole. alors le suivant, on le voit aussi, hein, c'est quand on présente une façade trop lisse sans faille. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est très bien d'être fort, hein, et ça je vous dirai jamais le contraire en tant que coach, c'est extrêmement bien. Sauf que parfois, on veut trop avoir l'air de la personne qui va super bien. Et donc on a un discours de moi j'ai un boulot qui est génial, j'ai des amis qui sont formidables, j'ai des passions partout. Donc c'est très bien, mais si je montre que ça, je ne montre vraiment aucune faille, aucune aspérité, et je renvoie l'image de j'ai besoin de personne. J'ai une cliente qui a eu ça récemment. C'était une femme qui réussissait très très bien sa vie. Et comme elle renvoyait que cette image, les hommes en face lui disaient mais moi je te sens pas prête. Ou alors disaient je vois pas d'émotion chez toi. Je vois pas de fragilité au sens noble du terme, hein, de choses qui donnent envie de connaître, de s'intéresser, etc. Et avec elle, on avait travaillé ça en coaching parce que ça la desservait. Parce que comme nous tous, elle en avait évidemment hein, des zones plus sombres, des choses qu'elle aurait eu envie de partager sur des vécus difficiles. Et on a travaillé tout ça pour justement la rendre plus accessible. Et ça peut marcher sur pas mal de personnes. Je sais pas si David, tu as déjà eu des personnes qui se carapaçaient pour se protéger comme ça. Ouais, oui, ça arrive, je te rejoins complètement et c'est vrai que ça donne une image. En fait, on est maître de l'image qu'on renvoie, c'est-à-dire que, en termes de responsabilité, on est à 100% responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de ce qu'on est, mais au même titre que la personne qui est face à nous est 100% est, responsable 100% de la manière qu'elle va recevoir le message et de comment elle va y répondre. Il y a vraiment je pense une responsabilité et donc nous de notre côté, si la personne ne prend pas cette responsabilité parce que c'est quand même assez compliqué, il y a un effort à faire, je pense, dans ce cas-là. Ben, tu as dit le mot que j'aime beaucoup, responsabilité. C'est important de l'avoir dans nos actes, nos comportements. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ben, ce qui est drôle, c'est que, enfin non, c'est pas drôle, mais le red flag suivant, finalement, c'est le pendant côté forme, parce que si sur se dissimuler derrière une façade trop lisse, on est dans le fond, les signes extérieurs de richesse qui peuvent attirer la vénalité, eh ben, c'est son pendant sur la forme. C'est-à-dire que parfois, des personnes, par leurs attitudes, par leur côté entre guillemets bling bling, mais j'aime pas trop ce terme parce qu'il y a un côté jugement en fait. Ces personnes, quand elles sont dans ces signes un peu ostentatoires, elles le font pas tout le temps de manière préméditée. Néanmoins, euh, en fait, là, on n'est plus que dans la responsabilité, on est dans le comportement. Un même comportement va attirer un comportement. Non, pardonnez-moi. Une attitude va générer un comportement qui va générer finalement un résultat et ce résultat va conforter finalement la croyance. Vous voyez, on est dans une boucle un peu auto-validante, pardonnez-moi l'expression qui est un petit peu de coach, mais je pense que voilà, il y a un comportement peut-être à modifier sur cet aspect-là. Ce dont tu viens de parler, c'est exactement ça, c'est le principe du cercle vicieux. C'est-à-dire, je me plains d'une situation qui arrive, mais je continue à afficher des signes. Ça, je l'avais eu chez un client qui, c'était plus fort que lui, il fallait qu'il parle de ses belles voitures. Et après, il disait, mais je comprends pas, je n'attire que des femmes vénales. Je dis, bah, peut-être que ça, il faut le travailler, mais c'était quelqu'un Mm. qui manquait de confiance en lui. Donc, ce qu'on avait travaillé ensemble, c'est qu'il avait plein d'autres choses qu'il pouvait mettre en valeur avant de parler de sa voiture, qui est une passion qui était tout à fait à son honneur. Mais on avait travaillé, mais plutôt en avant, plein de choses que tu avais. C'était quelqu'un qui s'intéressait à plein de choses, qui était gentil, généreux. Et c'était plutôt ça qu'il devait mettre en valeur pour briser le cercle du vicieux de j'affiche ma richesse, je tombe sur des femmes vénales, je réaffiche ma richesse, ainsi de suite. Mm. Et pour terminer, le pessimiste, donc celui qui arrive avec un état d'esprit un peu négatif, un peu blasé.
Donc là aussi, hein, c'est un peu le pendant d'un autre red flag qu'on voyait chez l'autre. Mais cette personne-là, elle est donc négative. C'est soi, hein, c'est nous quand on arrive comme ça avec cet état d'esprit. Euh, Quand on fait une rencontre, en principe, on est en pensée positive parce que on est heureux. A priori, on va rencontrer quelqu'un. On sait que on est dans la projection vraiment positive. Donc, il faut essayer de cultiver finalement cette pensée positive, ne pas se laisser attirer, berner par des choses qui parasitent. En réalité, aujourd'hui, on a deux possibilités en fait quand on est en pensée. C'est soit elle est positive, soit elle est négative. C'est l'un ou l'autre en fait. Donc, à nous, à soi finalement, d'arriver avec cet état d'esprit positif. Alors David l'a bien dit, il faut l'entretenir, cet état d'esprit positif, mais quand on est réaliste, on sait aussi que dans le célibat, il y a des périodes où c'est difficile. Il y a des périodes où c'est dur, où on est blasé parce qu'on se dit là, toutes mes dernières rencontres, c'était catastrophique, c'était pas intéressant, etc. Et il y a des moments où on peut l'être parfaitement pessimiste, de dire je vais rencontrer jamais personne. Ça, on se l'est tous dit à un moment. La vérité, c'est que c'est faux. On finit par rencontrer quelqu'un. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de se dire les périodes où je suis blasé, où je me dis rien ne va, bah, peut-être que ce jour-là, je ne vais pas aller en date et je vais attendre un jour où je me sens mieux. Donc c'est aussi accepter vos états d'esprit parce qu'on n'est pas des robots et il y a forcément des jours où on se sent moins bien, où on voit les choses en noir ou pire en gris. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, j'accepte cet état émotionnel et j'attends de me sentir mieux, d'avoir retrouvé mes ressources pour justement présenter la meilleure version de moi-même à la personne que j'aurai en face. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. L'acceptation, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est finalement un signal fort en fait d'une intelligence émotionnelle. Être dans l'acceptation d'une situation qu'on maîtrise pas, c'est dire je suis OK avec ça. Alors, pour OK. conclure cette partie sur les vôtres de red flag, bien évidemment, l'idée, c'est en aucun cas de vous culpabiliser. Et c'est surtout pas l'idée de vous dire changez qui vous êtes. Donc, restez comme vous êtes. Tout ce qu'on vous demande avec cette partie, c'est déjà de se questionner sur bah, qu'est-ce qui ne me valorise pas, qu'est-ce que je peux travailler. L'idée étant, pardon, de vraiment le faire pour vous, pour gagner en aisance et en confiance en vous. Très bien. On a une question dans le chat. Alors, je crois qu'on a Et ben c'est terminé. parfait, Du le coup, timing est on passe impeccable. aux On était questions. Super. On est bien. Donc, on a une question de Romain qui me dit, et quand ce noir ou gris dure des années? Alors, donc en je peux te laisser la coach en séduction, l'experte, répondre. J'amènerai peut-être deux, trois idées que j'ai, mais je t'en prie, Carole. Alors justement, quand ce noir ou gris dure des années, moi j'ai l'éthique du coach de dire que c'est pas en coaching qu'on peut vous aider. Dans ces cas-là, il faut vraiment aller faire un travail de fond avec un thérapeute. Parce que ces périodes qui durent, où on voit les choses en noir et en gris, je crois qu'on est quand même nombreux à les avoir traversées et il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide là où elle est. Donc par thérapeute, hein, j'entends des psys, donc avec des diplômes, parce que dans le champ des thérapies aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. Mais il y a des psychologues qui font un travail vraiment fort pour vous aider, ou des psychiatres, hein, en fonction de ce qui vous est recommandé. Mais dans ces cas-là, c'est important d'aller se faire aider, d'aller chercher de la ressource. Je complète, et merci beaucoup Carole, je complète en disant que le rôle du coach, en l'occurrence de Carole, c'est justement d'accepter ses propres limites. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le coach, en fait, il travaille sur le présent et le futur et sur le comment, là où le psy va travailler sur le passé, sur le pourquoi. Donc quand ça dure, c'est vrai, depuis peut-être beaucoup trop d'années, en l'occurrence, il y a peut-être un creusement sur le pourquoi. Et du coup, on vous envoie quand même toute notre empathie et notre courage parce que ces périodes, comme je disais, on est nombreux à les avoir connues ou entreaperçues. C'est jamais facile, mais on arrive à voir la lumière au bout d'un moment et à remettre des couleurs. Absolument. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour vous répondre. Si tout ce qu'on vous a dit vous a inspiré des choses, vous voulez creuser certains points, nous sommes là.
Pouvez-vous préciser? J'arrive pas moi je vois les questions, je les vois pas en entier. Pouvez-vous préciser, Jean-Luc, oui, parce que il y a Jean-Luc qui était pas d'accord en fait avec notre intervention et pardon. Oui. Alors, Alors, on prend aussi s'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, parce que comme on vous l'a dit, nous, il n'y a aucun des points qui sont figés. Hein. On est vraiment resté dans l'ouverture à dire on peut le voir comme ci, on peut le voir comme ça, toujours être flexible par rapport au contexte. Donc, effectivement, on peut tout à fait entendre certains points qui ne vous absolument. parlent Alors, pas. ouais, Jean-Luc a répondu, un psy ne sert à rien. Ah, Bon, sur ce point-là. moi, je, ok, c'est votre manière de voir les choses. Carole, je sais pas si. Alors, il y a certaines thérapies qui ne servent pas, hein, ça, c'est pas infaillible. Effectivement, hein, j'ai souvent entendu des personnes dire que certaines thérapies n'avaient pas marché, mais heureusement, il y en a d'autres qui fonctionnent mieux. Donc, des fois, il faut peut-être changer de thérapeute, parce qu'un thérapeute, c'est aussi une rencontre. Et des fois, il y a des personnes avec qui il ne se passe rien du tout. Donc, des fois, ça peut C'est valoir le toujours, coup d'aller voir quelqu'un d'autre. c'est toujours compliqué en plus de généraliser en fait. Ouais. Alors, Candice qui dit quels sont selon vous les signaux faibles d'un red flag? Les Très bonne signaux question. faibles. Je, ouais, j'ai du mal à voir. Alors, je suis désolée, moi, je ne comprends pas la question, pardon. Un signaux faible, Ouais, je ne comprends pas ce que ça veut dire. si Candice, si vous pouvez peut-être nous donner un complément d'information sur ce que Oui, vous entendez par préciser. signaux faibles, si vous pouvez préciser. Avez-vous des conseils pour la communication? Sinon, il y a Linda qui nous pose cette question. Alors, pour la communication, par exemple, lors d'un premier date, donc si c'est par exemple lors d'un premier date, moi ce que je conseille toujours, quand on est surtout un petit peu au début timide, bah, c'est tout simplement poser des questions. Mais moi je conseille toujours de ne pas poser des questions trop basiques. Par exemple, dire à quelqu'un t'aimes aller au cinéma, c'est une question basique parce que presque tout le monde aime. Alors que poser une question beaucoup plus précise de quel est le dernier film qui t'a ému ou qui t'a fait rire aux larmes, là on rentre dans une discussion qui est tout de suite beaucoup plus singulière et personnalisée. Donc ça pourrait être un petit tips de communication. Alors, les questions s'enchaînent. La première, c'est la mienne, modérateur. D'accord. Donc, le modérateur nous dit est-ce qu'il existe des pink flags? C'est entre le green flag. Entre le green. C'est un red flag, mais qui n'est pas grave. Ouais, c'est le red flag pas grave, a Est-ce qu'on peut priori. mesurer sur une échelle la gravité des red flags? Je pense que en fait, l'idée, c'est de savoir si on peut mesurer sur une échelle la gravité d'un red flag. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est un peu de la théorie. C'est quelque chose qui n'est pas intuitif, mais qui est basé finalement sur notre expérience, l'expérimentation et les expériences que toi, Carole, tu as pu avoir avec les différents coachés que tu as pu suivre sur la séduction. Et moi, ma fine expérience en tant que matchmaker. Donc, en réalité, ça peut s'améliorer. Moi, j'adore déjà l'idée de pink flag. En fait, un pink flag, ça pourrait être quelque chose d'anodin. Par exemple, je déteste le jaune et le garçon ou l'homme qui me plaît adore et porte un pull jaune, un canapé jaune. Peut-être que ça peut mettre de côté en me disant si l'histoire marche, on refera la déco tous les deux. Ça peut être ce genre de choses. Ok, donc on avait parlé des conseils pour la communication. On a comment identifier une personne qui est malhonnête? Ah. Alors, comment identifier une personne qui est malhonnête? Ça va dans le questionnement, je pense. Ben, le questionnement, c'est poser. Alors, souvent, on a tendance à poser des questions fermées. Je te rejoins, Carole, où on répond par oui ou par non. C'est pas la meilleure manière, en fait, de faire connaissance, parce que finalement, par les questions fermées, on obtient une validation ou une invalidation. La question alternative, est-ce que tu préfères si ça, déjà, ça ouvre un peu plus les portes de la connaissance, mais le mieux, c'est les questions ouvertes. Donc, le mieux, c'est de parler et de poser des questions ouvertes pour faire connaissance. Mais c'est ça, parce que alors, la malhonnêteté, heureusement, des fois, ça ne se voit pas au premier abord. Quelqu'un qui est malhonnête, alors malhonnête, moi je le comprends au sens, quelqu'un qui va mentir sur qui il est, sur ce qu'il est, etc. Donc ça, la première fois, c'est difficile de le voir.
mais souvent, ça se voit vite à l'usage parce qu'on le voit dans les comportements, ou comme dit David, quand on pose des questions ouvertes, on va voir qu'il y a des flottements, qu'il y a des choses qui sont pas claires. Donc ça se voit à l'observation. Mais c'est vrai que si on a eu l'habitude des personnes malhonnêtes, il faut du coup un peu plus aussi se protéger, peut-être, donner moins au début, doser, pour justement pas trop donner à des personnes potentiellement malhonnêtes. Alors, on a un complément d'information de Linda. Avez-vous des conseils pour la communication sur les limites? Alors, qu'est-ce que vous entendez sur les limites? C'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Comment poser ses limites à l'autre? Alors, ça, c'est très facile, en fait. Enfin, tu m'arrêtes si c'est Oui. savoir dire non, en fait. C'est quelque chose qui est très compliqué. C'est quelque chose, en fait, qui a trait à l'estime de soi. Et pour travailler l'estime de soi, moi, je vois beaucoup de citations, en fait. Il y a des citations qu'il faut avoir en tête, qui mettent un peu en pensée positive. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carole. Pour pouvoir travailler, en fait, sur ces limites aidantes, c'est ce que je préconiserais. Maintenant, Ouais. Alors, tu as tout dit, hein, c'est effectivement savoir dire non, mais on sait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et poser ses limites, ça peut être. Moi, je pense qu'il faut le faire assez tôt. Enfin, même oui, je suis même sûre qu'il faut le faire tôt dans une relation. Donc, les limites, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. C'est les limites. Tout à l'heure, on parlait de la possessivité. Donc, moi, quand je suis en couple, je veux continuer à aller à mon cours de yoga le mardi, à sortir avec mes copines. Ça peut être poser ses limites sur la manière qu'on a de vivre ensemble. Tout le monde ne veut pas vivre dans le même appartement, etc. Donc, ça peut être intéressant de les poser dès le début, mais en posant encore une fois l'ouverture, en disant voilà, toi, comment tu vois une relation? Et en fonction de ça, poser quelles sont les choses importantes pour nous. Je ne sais pas si on a bien répondu à ça. Et travailler effectivement le dire non. Souvent, on commence par des tout petits noms sur tu m'imposeras pas le choix du plat au restaurant. Et plus on arrive à faire des noms, plus c'est facile. il y a beaucoup de questions qui s'enchaînent. Comment voir si une personne ment? Alors là, j'avoue, ça aussi, à part le questionnement, mais ça reste très compliqué lors d'un premier rendez-vous. Il faut bien connaître la personne pour s'en rendre compte, hein, Carole. Je suis entièrement d'accord avec ça. À moins d'être un génie du décryptage de non-verbal. Je ne sais pas si vous avez vu la série Lie to Me, où les personnes voient juste au froncement de sourcils. Il y a aussi des très bons menteurs où ça ne se verra pas sur leur visage. Donc, David a raison, c'est le questionnement. Et après, ça peut être aussi la confrontation. Si j'ai vraiment un doute, je dis n'importe quoi, la personne m'a dit qu'elle avait un appart à tel endroit de 5 pièces, au bout d'un moment, je vais dire, ben, dites-moi. Je prends un exemple, un caricatural, hein. Mais voilà, ça peut être soit le questionnement, soit la confrontation à la réalité. Ou si la personne m'a dit qu'elle parlait couramment japonais, et ben allons manger au restaurant japonais et commande nos plats. On est dans le C'est un très bon exemple, plutôt détente. Alors, on a Mélanie qui a une autre question. Comment faire quand quelqu'un est fermé à la communication malgré les propositions de la rétablir en se faisant aider par un concert conjugal ou familial, car j'ai ce problème avec le père de mon enfant et j'ai ressenti le besoin de mettre fin à la relation car on n'allait nulle part par son manque de coopération. Ah, c'est un vrai sujet de coaching, ça, Carole. Ouais. Alors ça, c'est un vrai sujet de coaching de couple. Et Ouais. ce dont vous parliez, il y a le côté médiation, effectivement, quand c'est une séparation qui est difficile, il peut y avoir de la médiation, ce qui est proposé par certains centres pour aider. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas du tout communicant, surtout si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire, des fois, il faut aussi accepter qu'il y a des personnes qui restent taiseuses. Je ne sais pas ce que tu en penses, David. Ouais, ouais, bien sûr. Et là, je rejoins aussi ce qu'on disait sur la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre responsabilité, Mélanie, elle s'arrête à vous. Vous ne pouvez pas être responsable de ce que pense, de ce que fait, de ce que dit votre conjoint. Donc, faut l'accepter. S'il n'est pas prêt finalement à communiquer, il n'y a que lui qui peut l'entendre. En réalité, s'il est dans une limite ou dans une croyance, il n'y a que lui qui peut en prendre conscience. Mais pour qu'il en prenne conscience, il va falloir peut-être qu'il consulte de son côté pour travailler sur ces prises de conscience. On va avancer. Alors, oui, je crois qu'on a répondu. Comment sortir d'une relation quand on a ignoré les red flags? Alors, je pense qu'on a toujours, on peut toujours verbaliser ses attentes. On a toujours le choix de dire non en réalité, c'est-à-dire que faut être aligné avec soi-même, il faut être en capacité de s'écouter. On a tous des valeurs qu'on porte en soi.
Et quand on n'est pas aligné avec ces valeurs, ben, ça crée des frottements, ça crée de la frustration, ça crée beaucoup de choses très négatives. Donc, quand on n'est plus aligné avec la personne, il faut en parler, il faut verbaliser. Et Carole, je ne sais pas si tu veux Alors, c'est ensuite. exactement ça. Je rebondis sur le terme ignorer les red flags. Ça peut nous arriver à tous. C'est ce qu'on appelle le déni, ou encore, c'est plus joli, la cristallisation amoureuse. C'est-à-dire qu'au début, même si au fond de nous, peut-être qu'on a aperçu les choses, quand vraiment il y a des fois un sentiment très fort, on les ignore. Et donc, par contre, ce qu'on a le droit de faire au moment où les yeux s'ouvrent, c'est de pouvoir dire ça ne me convient plus. Ça, on a tout à fait le droit de dire ça m'a convenu un certain temps, mais aujourd'hui, ça ne me convient plus. Et d'ailleurs, en fait, c'est la base de la communication, c'est dire ce qui convient et ce qui ne convient pas, en fait. Et tant qu'on ne le verbalise pas, tant qu'on pense que l'autre va deviner par nos actes, nos attitudes, ben on fait fausse route. Parce que si on ne communique pas, ben l'autre ne peut pas savoir, tout simplement. Oui, ce que tu viens de pointer, c'est un gros écueil dans beaucoup de couples, c'est j'imagine qu'il va deviner que. Non, si j'ai un truc à dire, faut le dire franchement. C'est pas simple, mais c'est la clé d'une communication et d'une relation de confiance. Et je vais même plus loin, si tu permets, Carole. Il y a des femmes qui pourraient dire ouais, mais s'il m'aimait, point de suspension. Ben non, mesdames. C'est l'illusion. Si vous ne verbalisez pas, ça s'appelle le syndrome du prince charmant en réalité. Oui, parce que même une personne qui vous connaît par cœur, votre mère ou votre sœur, ne peut pas deviner toute la complexité de vos émotions, de vos sentiments. Donc, c'est vraiment primordial de le dire. Absolument. De nombreuses personnes que j'ai rencontrées ont ce travers de voir des red flags là où c'est juste une case à cocher. Ouf, je comprends pas bien ce commentaire, Romain. Carole, est-ce que Alors, est-ce que tu ça comprends? serait des gens qui, du coup, vous ont pas laissé votre chance parce qu'il y a des cases, parce que vous cochiez pas toutes les cases? Ça pourrait être ça? On vous laisse répondre, on continue. Alors, Candice, dans un début de relation, d'échange, parfois tout se passe bien et puis des signaux peuvent apparaître. Comment les détecter? Il a répondu au moment. Il dit oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Alors, soit on revient sur la question de Romain parce qu'il dit oui, c'est ça. Hein, c'est quand on est juste une case à cocher. Carole, si tu veux du coup répondre, et puis on Alors là, rebasculera. si la personne on revient à la communication, si la personne est ouverte au dialogue, on peut justement lui expliquer que c'est une mauvaise interprétation de sa part, et cetera. Par contre, si c'est quelqu'un qui est totalement intolérant et qui vous laisse aucune chance que vous n'ayez pas coché toutes les cases, c'est toujours triste, mais dans ces cas-là, c'est mieux de ne pas rentrer dans une relation avec cette personne, parce que si elle commence à vous enfermer dans des cases dès le début, la suite de la relation va être aussi problématique. Donc voilà, il y a 2 Absolument. solutions. Soit la communication passe bien et on peut expliquer, soit malheureusement, on se dit: «Bah, tant pis, c'est elle qui rate, une belle histoire, Mm. enfin une belle rencontre». Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Dans- Ouais, je suis complètement aligné avec ce que tu dis, Carole. J'ai rien de plus à ajouter de mieux. Du coup, on passe à la question de Candice. Dans un début de relation, d'échange, parfois tout se passe bien et puis les signaux peuvent apparaître. Comment les détecter? Alors moi, j'entends s'ils apparaissent, c'est que vous les avez déjà détectés? C'est ce que je comprends un peu de la question parce qu'effectivement, quand la relation se développe, on découvre des facettes de la personnalité qui sont pas toujours reluisantes, mais après, c'est voir aussi jusqu'à quel point ça me déplaît. Parce que je sais pas, je dis n'importe quoi, premier week-end où vous partez ensemble, il y a le pneu de la voiture qui crève et vous voyez que la personne, elle pique une colère. Effectivement, ça peut être: «Ouh là là, il est colérique». Est-ce que c'est Ouais, ponctuel ou est-ce que c'est sa nature? Après, c'est en découvrant la personne qu'on se rend compte, ouais. vrai red flag, ou si c'est juste que c'est un moment où il était fatigué, décontenancé, il avait de la pression pour le premier week-end. J'aurais tendance à dire que là, c'est de l'observation, mais il n'y a pas une réponse exacte. C'est ça, hein, et on en revient toujours à la communication et au questionnement. Hein. Ça peut paraître bête, mais comme tu disais, Carole, 95% des couples ne communiquent pas bien, communiquent mal, Mmh. voire ne communiquent pas du tout. C'est quelque Ouais. chose qui est très ancré parce qu'on est dans des croyances et dans des limites et dans des besoins. Voilà. La manière de dire, c'est quoi? Question. Ok, ben merci Candice. Oui, si on peut conclure, Carole. Merci infiniment en tout cas, mais
pour ces questions. Merci à tous, oui, c'était très intéressant, ça nous a permis d'aller un peu plus loin. Et donc, si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas. Donc, moi, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez des coachings en séduction, c'est avec Begin. Donc, je vous laisse prendre contact avec David. Et pour un travail de coaching plus élaboré, c'est Coach Me Tender. Vous pouvez me trouver, j'ai un site internet, vous pouvez me trouver facilement en ligne. Donc, n'hésitez pas. Les premiers échanges sont toujours informels, donc je suis à votre écoute. Et de toute manière, pour rebondir sur ce que tu dis, Carole, on vous enverra un mail demain avec l'ensemble de tes coordonnées. Merci infiniment. Begin, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas et que vous souhaitez nous rencontrer, il ne faut pas hésiter. On est à votre disposition pour vous aider à vous trouver. Alors, pas à vous trouver l'âme sœur, hein, parce que là, si c'est à chercher, c'est à vous de la trouver. Voilà, qu'il n'y ait pas de confusion. Nous, on est là pour chercher la personne qui vous correspondra vraisemblablement. À vous de la trouver. En tout cas, merci infiniment d'avoir été présent jusqu'au bout et puis communiquer. Et oui, un grand merci de nous avoir écoutés. Et je rebondis sur le terme David, parce que c'est le meilleur, communiquer. À bientôt.